La séance est ouverte. Monsieur Sahraoui assurera le secrétariat de séance et je lui demande de procéder à l'appel. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Loïc Gachon. Présent. Mondoloni Jean-Claude. Absent. Pouvoir Odette Desclous. Xurka Marilyn. Amar Daniel. Morbelli Pascal. Mersali Malik. Absent également. Pouvoir Gérard Roulier. Cuillère Nadine. Gardiol Philippe. Ataf Lalia. Porte-Henri Michel. Nersessian Jean. Michel Jean-Pierre. Desclous Odette. Piquet Michel. Renaudin Michel. Absent. Pouvoir De Souza. Houlier Gérard. Amotéré Bernadette. Michel Marie-Claude. Rafia Kadidja. Rosadoni Amélie. Absente. Pouvoir Piquet. Bertolazani. De Souza Frédéric. Devrait nous rejoindre de manière imminente. Rovarino Isabelle. Chauvin Isabelle. Lénert Katia. Absente. Pouvoir Gardiol. Gesné David. Sora Didier. Manjo Julien. Caruso Julie. Saroui Malik, je suis là. Ferral Patrick. Merci. Aliot Xavier. Boursia Hervé. Merci. Saint-Véronique. Sanchez Philippe. Merci. Jonio Irène. Gachet Jean-Pierre. Absent. Ok. Pouvoir Conticello, nous dit-on du côté du secrétariat de séance. Voilà. C'est monsieur Sanchez qui nous a envoyé les pouvoirs. Merci. Conticello Martine. Et Borély Christian. Présent. Merci. L'appel terminé. Merci, monsieur Sahraoui. Tout d'abord, il convient que nous adoptions le compte-rendu le procès-verbal de notre conseil du 31 mai. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Il n'y en a pas. Je vous demande de l'approuver à main levée. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il est approuvé, je vous remercie. On passe à la décision du maire. Il y en a deux. Est-ce qu'elles appellent des observations ou des questions? Pas d'observation. Je vois une main qui se lève. Madame Sahin, c'est ça? Je vous en prie. Juste pour ma culture personnelle, comment se fait-il que cette décision intervienne un mois après le terme de la convention et qu'elle n'ait pas été prise lors du précédent conseil, monsieur le maire? Vous parlez de laquelle de la décision de la deuxième. De la B. De la B. Alors, les décisions du maire, on a systématiquement 3 mois pour les rapporter. D'accord, merci. Pas d'autres observations? On passe à l'ordre du jour à proprement parler. Vous avez une délibération sur table qui est proposée d'enrôler. C'est une délibération tout à fait technique issue de la caisse d'allocation familiale qui a une fâcheuse tendance à nous les transmettre très tardivement. Et elle concerne, me semble-t-il, la petite enfance, c'est ça? Pour des modalités de prise en charge des prestations petite enfance. Par la caisse d'allocation familiale, je vous demande de bien vouloir l'enrôler en fin de conseil. Est-ce que ça a des observations? Il n'y en a pas. Donc on la traitera en fin de conseil. Par ailleurs, mais on le traitera à son point, il y aura des modifications sur une des délibérations finances, mais M. Amar l'expliquera en séance. Sur le point 5. Et puis dernière chose, nous n'avons pas reçu de questions orales et donc nous clôturerons notre conseil municipal par le point qu'on vient d'enrôler en ouverture.
Donc on passe au point 1, comité des œuvres sociales, c'est le solde de subvention 2022. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Délimité. Merci bien. Point 2, personnel communal, municipal, création, transformation, suppression de postes. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Alliot. Une fois de plus, on présentait des mouvements de personnel après le vote du budget, ce qui laisse le groupe Convergence, d'une part, perplexe sur la budgétisation de ces postes. Outre ce fait, une fois de plus, nous n'avons pas eu accès au tableau des effectifs, cette bible de l'employabilité à la mairie. Les avis d'instances représentatives du personnel demeurent encore une fois invisibles, au prétexte que les transformations de postes visent à accompagner des évolutions de statut administratif et n'ont aucun impact sur l'organisation. C'est la réponse de votre administration. Tout cela commence à devenir gênant pour le groupe Convergence. D'autre part, je signale que vous faites, lors de cette séance du conseil municipal, adopter des créations de postes et des annulations de postes avec des textes prescrits. Le fondement de l'article 3.1 et suivants sont aujourd'hui abrogés depuis plusieurs mois par l'ordonnance du 24 novembre 2021. Ces textes ont été remplacés par la loi du 6 août 2019 en son article 17 avec application d'une nouvelle nomenclature qui ici ne semble pas être respectée. Ces nouvelles dispositions imposent à votre administration les mêmes obligations qu'antérieurement pour chaque création ou suppression de poste, à savoir la consultation du comité technique en place, avec obligatoirement comme annexe le tableau des effectifs que je vous réclame depuis plusieurs budgets. Car c'est une des certitudes qui explique que ces emplois sont budgétisés. Très bien. Au sujet du tableau des effectifs, vous aviez annoncé en séance du conseil municipal pouvoir me le communiquer dès que vous auriez la certitude de devoir le faire. Depuis plusieurs semaines, la commission administrative des documents administratifs, la CADA, vous a fait passer, suite à un de mes recours auprès d'elle, un avis expliquant que j'ai raison. Toutefois, malgré ce fait, ma demande, soutenue par et légitimisée par une structure d'État, je n'ai toujours rien. Je tiens à traduire de façon factuelle cette délibération. Pour commencer, je cite votre DGA ressources. Il n'y a pas de consultation possible à partir de là, comprendre à partir des numéros de poste pour faire des rapprochements ou que ce soit, car c'est le numéro de poste qui est noté dans le logiciel Cyril. Donc ce poste n'est pas identifiable. En conséquent, vous nous demandez de voter un poste qui n'a aucun impact sur l'organisation, qui ne correspond à une chose que l'on... Gardez le micro, s'il vous plaît, c'est pour les secrétariats du Conseil. Mais voilà, il ne marchait pas. Donc, qui correspond à une chose que l'on ignore, pour on ne sait qui, pour l'on ne sait quoi, sans avoir certitude de vos affirmations et sans pouvoir exercer aucun contrôle, ni même pour s'assurer que ce contrôle a été fait par les membres du comité technique. En conséquent, chaque membre du conseil municipal sait maintenant qu'en appuyant sur le bouton de vote, il va le faire pour une délibération dépourvue de tout fondement juridique, qui sera actée en pleine conscience. À titre personnel, je n'accepterai aucun changement de texte, et pour le groupe Convergence, ce sera contre. Très bien. Merci, Monsieur Alliot. Toutes les réponses vous ont été apportées par l'administration, toutes les réponses vous ont été apportées en commission. Vous avez d'ailleurs formulé les réponses dans votre intervention. Le tableau des effectifs vous a été communiqué déjà à 2 reprises et vous pourrez trouver le nouveau tableau des effectifs annexé conformément à la réglementation à notre budget 2023. Merci de votre intervention. Y en a-t-il d'autres? On passe au vote. Le vote est ouvert. Pour ou 8 contre, une abstention. Merci bien. Point 3, décision modificative numéro 1 du budget principal. Monsieur Amar, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le maire. Donc, décision modificative numéro 1 de cet exercice. C'est une décision éminemment technique, bien entendu, qui nous permet notamment de recalibrer les lignes budgétaires de l'investissement. Par rapport au tableau que vous avez, je commence par l'investissement, on fera le fonctionnement après. Nous avons en recette 3 211 000 euros qui correspondent à la mise à jour attendue du contrat communautaire départemental contrat communautaire de développement. Hein. Donc nous avons reçu cette subvention. Cette subvention est affectée à une série de dépenses supplémentaires, dont l'école des Pins et les réserves, d'où on déduit les réserves pour maintenir l'équilibre. Voilà. Donc ça c'est pour l'investissement. En termes de recettes, donc je vous l'ai donné. En termes de dépenses, je vous l'ai donné. Pour ce qui concerne le fonctionnement, en termes de recettes, nous avons là, nous enrôlons une recette supplémentaire de 1 352 798,18. Ce sont des impôts locaux qui n'avaient pas été envisagés, mais qui sont bien enrôlés. Et au niveau de notre réalisation du budget aujourd'hui, ça nous permet de les envisager. Deuxième recette qui correspond à une régularisation du transfert de la taxe d'habitation et de DSU à hauteur de 258 162 euros sur le chapitre 74, ce qui nous permet donc d'avoir une DM en fonctionnement équilibrée à 1 610 000. Je suis désolé, j'ai pas pris mes lunettes, j'aurais dû. Voilà pour l'ADM. Pour information, nous aurons d'autres DM d'autres décisions modificatives en octobre sur le chapitre 12, quand nous connaîtrons notamment la valeur du point d'indice et l'impact que ça aura sur notre budget. Et en décembre, pour restructurer, comme nous le faisons traditionnellement, notre budget par rapport au programme d'investissement. Merci, Monsieur Amar. Des questions, des observations? Monsieur Alliot. Comme à l'habitude, ici comme en commission, nous sommes sur des affirmations de la majorité, pas d'avis fiscal, pas de projeté de l'inflation, pas d'étude d'impact, aucun justificatif disant que la métropole a prévu des hausses. Cela pour dire quoi? Le groupe Convergence se remémore parfaitement les 350 000 euros de dressement que vous avez avoué seulement en séance plénière du conseil municipal après que notre groupe ait lancé le sujet. Outre ce passage sous silence, pour justifier comptablement cette somme, votre administration l'a affectée à une ligne de plus de 4 millions d'euros de façon complètement anonymisée. En conséquence, devant cette transparence aussi opaque qu'un verre à souder, plus aucune délibération budgétaire ne sera votée par le groupe Convergence, si le motif n'en est pas préalablement sous-détaillé et motivé par des justificatifs. Le groupe Convergence n'appartient pas à votre majorité et ne fait pas partie de votre administration. Nous ne sommes en rien tenus de croire en vos affirmations, que nous ne pouvons même pas qualifier de sincères en l'absence de justificatifs. Il s'agit là, monsieur le maire, du denier municipal et le mandat de chacun oblige à cette transparence. Pour le groupe Convergence, ce sera contre. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Il n'y en a pas? Vous ne parlez absolument pas de la décision modificative que vient de présenter M. Amar. Vous prenez une position de principe. C'est la vôtre. Elle ne souffre pas de commentaires de ma part. On passe au vote. Le vote est ouvert. Merci bien. Le point 4, il s'agit d'une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport qui est prête à financer la couverture de 2 terrains de tennis au Parc du Griffon à hauteur de 20%, soit 195 000 euros. Il s'agit de valider cette demande de subvention. Est-ce que ça appelle des remarques? Alors, c'était Mme Sahin. Monsieur le maire, dans le cadre de cette demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport,
vous mettez l'accent sur la valorisation du cadre de vie en milieu urbain, du développement d'actions en faveur de la jeunesse et du développement durable. Bien évidemment, nous ne pouvons que saluer de telles initiatives et nous vous en remercions. Nous savons également que vous avez conscience de l'inflation de l'énergie, de toutes les énergies même, et de la nécessité d'y faire face. Le dossier spécial du dernier magazine de la ville en témoigne, et une fois encore, nous saluons la grande majorité des initiatives en faveur du développement durable notamment. Nous savons aussi que vous êtes soucieux de l'emploi des deniers municipaux. Aussi, pouvez-vous nous préciser si, dans le cadre de cette subvention, il est prévu un recouvrement en panneaux photovoltaïques sur le projet de couverture des 2 courts de tennis existants? Si tel était le cas, ce serait une sacrée vitrine pour notre ville, avec un retour sur investissement certain à moyen terme et qui rentrerait tout à fait dans le programme Territoire engagé transition écologique que M. Gardiol devrait développer un peu plus tard. Sinon, si cela n'a pas encore été envisagé, ne pourrait-on pas intégrer cet aménagement dans ce programme, justement, ce qui irait tout à fait dans le sens de votre engagement sur le développement durable et pour lequel vous aurez tout le soutien du groupe Convergence? Merci, Monsieur le maire. Tout le soutien du groupe Convergence, permettez-moi d'en douter au vu des propos de monsieur Alliot. Mais au demeurant, la question est juste et pertinente. L'hypothèse de couvrir les terrains de tennis avec des photovoltaïques et nécessiter la mise en place d'une toiture beaucoup plus rigide que celle qui est prévue à ce programme. C'est une toiture toile légère. Et donc elle ne supporte pas la pose de panneaux photovoltaïques, et donc c'est sur ce programme-là, ça ne sera pas possible et pas envisagé. Ça le sera sur d'autres opérations dont nous aurons l'occasion de parler ultérieurement. D'autres observations? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 5 nécessite quelques précisions. C'est un peu similaire avec la Fédération française de football pour le terrain de foot du Griffon, mais il y a une modification de la délibération qu'il faut faire en séance. Monsieur Amar, vous pouvez nous expliquer? Oui, merci, monsieur le maire. En fait, on vous a transmis une délibération dans laquelle apparaît une participation dans le cadre de ce projet de la Fédération française de football à hauteur de 20%. Or, il s'avère que l'aide de la fédération aux associations ou d'ailleurs aux collectivités territoriales est plafonnée à 50 000 euros. Et par conséquent, il convient de revoir la délibération, en tout cas la répartition des charges pour chacune des parties prenantes. Pour le conseil départemental, nous passons à 50%. La métropole, 24,12%. Alors, je reprends, excusez-moi. Conseil départemental, 50% avec 425 000 euros. La métropole, 24,12% avec 205 000 euros. La Fédération française de football passe à 5,88% pour 50 000 euros. Et l'autofinancement de la commune qui reste, lui, à 20% pour 170 000 euros. Et nous sommes bien sur un engagement de 850 000 euros. Des questions, des observations? Non, on passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 6 concerne une demande de subvention sur le boulevard Marcel Pagnol. Alors ça va peut-être nécessiter plusieurs interventions, mais peut-être sur la présentation de la délibération, Monsieur Amar et peut-être Madame Attaf sur la nature de l'intervention qu'on envisage sur Marcel Pagnol. Alors, en fait, c'est la participation de l'État dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Fonds Mobilité Active pour permettre la continuité des pistes cyclables. La participation donc est de 248 000 euros sur un projet de 620 000 euros. Il s'agit bien de pistes cyclables. Hein. Il ne s'agit pas d'autre chose que ça. Madame Attaf. Madame Attaf. Merci, monsieur le maire. Oui, donc effectivement, il s'agit bien là de pistes cyclables qui sont prévues dans un projet de requalification complète du boulevard Marcel Pagnol. On avait commencé par les 300 mètres de Marcel Pagnol Sud, et là, on va continuer jusqu'au rond-point de la RD9. L'enjeu principal est bien de sécuriser la circulation cyclable et piétonne le long de ce boulevard
et d'avoir des aménagements qui permettent de mieux réguler les questions de vitesse. Des questions, des observations? On passe au vote. Monsieur de Souza est arrivé, oui. Il va participer à ce vote-là. Qui a le pouvoir de Monsieur Renaudin, c'est bien de l'informer au passage. Le vote est ouvert. Mme Jonio, s'il vous plaît. Merci. Le point 7 concerne les tarifs publics. Il s'agit d'une part de supprimer un tarif qui correspondait, qui était contenu dans ce tableau et dans les délibérations, qui concernait l'expertise automobile obligatoire lors des mises en fourrière, qui n'est plus une expertise obligatoire et qui donc n'a plus l'objet de faire, n'a plus à faire l'objet d'un tarif. Par ailleurs, une erreur matérielle doit être corrigée sur l'indice annuel de prix, par rapport au tarif de la restauration, sur l'indexation de ces tarifs par rapport au prix annuel à la consommation. Nous avions deux indicateurs, deux indices qui étaient différents, et il convient de les faire concorder entre la tarification famille et la tarification du délégataire. Est-ce que ça soulève des questions ou des remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Madame Rovarino. Madame Saint, s'il vous plaît. Je vous remercie. Le point 8. Alors, peut-être qu'il y en a une petite série. 8, 9 et 10. Je vais laisser le soin à Madame Morbelli de les présenter. Monsieur le maire. Le 8, désaffection et déclassement. C'est un terrain qui se trouve du côté de Cocadis, qui fait à peu près 400 mètres carrés, qui avait pour origine au moment de l'installation de ce quartier d'être un lieu de parking. Il se trouve que l'usage qui en est fait aujourd'hui pose des questions au niveau riverain, entre autres, parce qu'il y a une vie nocturne dense. À ce titre-là, pour retrouver une tranquillité de quartier, il est proposé de déclasser ce terrain afin de pouvoir le vendre et de terminer donc le quartier en lotissement pour qu'on puisse avoir une maison à bâtir en R+1. Le 9, c'est le groupe Corian. Le groupe Corian qui se trouve actuellement sur... Ah, c'est l'allée des Rastoubles, excuse-moi, j'étais déjà dans le truc. Alors, c'est l'allée des Rastoubles sur le 9. Excusez-moi, tout à fait. On est dans les quartiers sud, du côté de Terra Calera, qui veut dire à côté de Ford, où on a une entreprise juste à côté de Ford Airford, qui a une emprise au niveau de ce terrain, avec effectivement des stationnements qui ont été remis dans le dispositif public, alors qu'on est sur un secteur privé. Pour arriver à faire en sorte de conserver ces places, parce qu'on est sur une tension de stationnement extrêmement important, c'est lancer une enquête publique pour rétrocéder une part qui est une pointe qui ne sert pas à l'heure actuelle, et d'arriver à conserver des stationnements, de les sortir du secteur privé pour les mettre dans le secteur public, pour préserver ces places et voir le devenir au niveau du quartier, puisqu'on est sur une tension de stationnement. Ça nous semblait extrêmement important de conserver ces places et d'arriver effectivement à le faire passer dans le domaine public. Corian, on prendra les questions après. La 10, Corian, vous voyez où se situe l'EHPAD de la ville de Vitrolles, qui est en plein cœur. Il se trouve que les bâtiments concernés ne sont plus aux normes à l'heure actuelle pour accueillir les personnes. On l'avait déjà effectivement dit la semaine au dernier conseil. Merci, monsieur le maire. Donc aujourd'hui, il convient de vendre le bâtiment que nous avons acheté en face. On va arrêter de rire, les enfants, sinon je ne vais pas y arriver. Oui, oui. Je veux dire, la commune est propriétaire
d'un espace qui est anciennement la Matmut, enfin non pas la Matmut, la GMF, merci. En ce moment, ça déraille, hein, bravo. Voilà, il se trouve que ce bâtiment donc va être rétrocédé à Corian pour 1,8 million à peu près. 1,860 000 €. Oui, exactement. 1 million. Comme effectivement, M. Alliot a demandé qu'on soit précis, Monsieur le maire, vous faites bien de me rappeler à Londres pour que je le sois moi-même. Merci, donc voilà. Merci bien. Des questions, des observations sur un de ces 3 points, ou sur les 3. Monsieur Alliot. En l'état, le groupe Convergence s'oppose à la vente des emprises au profit du groupe Corian. À ce jour, on ne remet pas en cause la présomption d'innocence, mais le groupe dans lequel vous comptez installer les seniors est sous le coup d'une trentaine de plaintes. Des plaintes de familles qui dénoncent, je cite la presse, des problèmes d'hygiène et de maltraitance. En conséquent, nous souhaiterions que la municipalité accepte de surseoir à cette vente jusqu'à la fin de la procédure en cours. Les vitrolets ont le droit d'avoir la certitude que leurs parents et grands-parents seront en sécurité. Au travers des documents relatifs à ce conseil municipal, nous prenons acte que le seul volet qui a été traité par les parties prenantes à cette vente est la condition de cession. Nous déplorons qu'aucun engagement contractuel sur le volet main n'ait été traité. Cette méthode n'est certes pas courante, mais je dirais qu'elle pourrait même être la première de ce type en France. Toutefois, dans l'ambition d'un grand vitrol et d'un vitrol au cœur, par un acte de ce type, vous nous prouveriez que, comme le disait Jacques Chirac, la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et le bien-être de nos étés est une nécessité. Ils ont forgé le pays, construit les acquis sociaux, certains ont même combattu pour la République. Ils ont au moins droit au bien-être dans la dernière partie de leur vie. Aussi, un projet de ce type, sans gage de sécurité et sans normalisation de la prise en charge des pensionnaires en l'état actuel devant les accusations portées par les familles devant le groupe Corian, vous nous demandez d'avoir confiance. À titre personnel, j'ai un petit peu de mal, d'où la demande de surseoir à la vente. Très bien. Oui. Nous souhaiterions aussi que une structure de ce type soit implantée dans un endroit un petit peu plus décentralisé que le centre urbain. Aucun espace de verdure. Ce sont des maisons de retraite qui, comme à Rognac, se rapprochent trop du milieu hospitalier pour que nos aînés puissent y vivre. Pas de possibilité d'avoir un jardin, un parc ou autre. C'est assez gênant. On comprend les problèmes de transport parce que les personnes, les conjoints des personnes pensionnaires de ces établissements doivent les visiter, mais le transport, c'est un problème de service public. Et le service public, aujourd'hui, avec les différents mandats qui sont réunis autour de cette table, il y a une large possibilité de régler cette problématique. Donc, voilà. Pour nous, c'est non. Tant que lumière n'a pas été faite sur les problèmes soulevés par les familles vis-à-vis de l'hygiène et de la maltraitance. Très bien. Juste une précision, parce que pour être complet, je reviendrai sur votre question. Est-ce qu'il y en a d'autres d'abord? Excusez-moi. Madame Sahin. Sur le même point? Sur le point 8 et 9. Ok, allez-y. En fait, je voulais juste vous demander si vous pouviez nous préciser les moyens de diffusion des enquêtes publiques auprès des riverains concernés, ainsi que les critères de restitution de ces mêmes enquêtes, Monsieur le maire. Très bien. Alors, je vais Madame Morbelli sur la question de Mme Sahin, et puis après je répondrai sur la question de Monsieur Alliot. Oui, il y a à chaque fois qu'il y a une enquête publique un commissaire qui est nommé au niveau de la ville et qui vient, c'est un indépendant, donc il n'est pas assujetti, je veux dire, aux désiratables de la ville, quoi qu'il en soit, ni de ce qu'on souhaite nous. Donc quand on dit indépendant, ils rend des conclusions indépendantes. Les enquêtes se font à l'azurien avec un registre qui est ouvert, qui est très normé, puisque toutes les collectivités ont la même pratique. Et en tout cas, quand je dis normé, c'est dans un cadre de loi. Donc on ne peut pas sortir de ce cadre-là. Ce qui se passe après, en fonction des thèmes et en fonction
je veux dire, du registre qui a pu être mis en place et des doléances qui ont été posées par les habitants, ça nécessite ce qu'on a déjà eu fait avec Monsieur le maire et d'autres élus autour de cette table, une restitution auprès des habitants avec une réunion publique qui permet d'expliquer qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les choses se mettent en place et de commencer à faire un travail de concertation avec ceux-ci. Mais le premier acte, c'est ce registre de doléances à l'azuréen qui doit être mis en place, avec les heures d'ouverture, bien évidemment, et le commissaire qui est là pour recevoir ces deux doléances aussi. L'information, il y avait une question sur l'information de la population. Cette information, elle est faite traditionnellement par voie de presse sur les panneaux lumineux de la ville, sur le site internet de la ville, et éventuellement, parce qu'on ne veut pas retrouver les problématiques qu'on a pu connaître sur les dernières enquêtes publiques qu'on a fait, sur une information de voisinage, sachant que dans les deux cas d'espèce, ces informations de voisinage ont déjà été faites en amont. Les deux sujets qui sont soumis à enquête publique là, les deux déclassements, les voisins immédiats ont déjà été informés de cette logique-là. Donc l'enquête publique est une procédure obligatoire, mais dans les deux cas, il s'agit vraiment de répondre à des problématiques justement du voisinage, les problématiques de nuisance liées au parking qui n'est pas utilisé, qui n'est pas nécessaire à l'entrée du lotissement de Cocadis et qui génère des nuisances aux voisins immédiats, et les problématiques de stationnement sur l'allée des Rastoubles, où les places de stationnement qui sont utilisées comme si elles étaient publiques ne nous appartiennent pas. Et donc ces deux objets-là ont déjà été communiqués en proximité, ils le seront à nouveau dans la perspective d'enquête publique. Sur la question de Monsieur Alliot, vous pouvez globaliser, vous pouvez considérer que Corian est une entité nationale, voire internationale, et que la situation de ces entreprises, parce que c'est évidemment que ce n'est pas la seule, dans la tourmente aujourd'hui, nous amène à suspendre tout mode de travail avec elles. Nous avons une approche un peu différente. Aujourd'hui, l'accueil dans la résidence des Alpilles pose des difficultés lourdes à Corian, à la fois dans le confort que Corian peut proposer à ses pensionnaires, mais également dans des problématiques qui touchent à la sécurité et à la médicalisation. Et le bâtiment qui n'était pas prévu pour être une résidence, enfin un EHPAD, mais qui était un hôtel à la base, ne peut plus être mis aux normes pour pouvoir continuer à assurer ce rôle-là correctement. Et il y a une forme d'urgence à le faire. Il y a une forme d'urgence à permettre à Corian de s'implanter parce que, toute chose étant dite, ils ont cherché des terrains ailleurs. Ailleurs à Vitrolles et ailleurs autour de Vitrolles. Et vu la rareté du foncier sur Vitrolles, où c'est pris, ils avaient des pistes en dehors du territoire vitrolais. Notre responsabilité, c'est celle de permettre le maintien de cet EHPAD à Vitrolles, parce que Vitrolles en a besoin. Et la demande de Corian, c'était soit un terrain très large et très arboré, soit un terrain en proximité immédiate de la gare routière. Soit jouer un EHPAD de centre-ville très bien connecté au réseau de transport pour permettre aux familles et éventuellement aux pensionnaires qui ont encore suffisamment d'autonomie de pouvoir se déplacer assez librement, d'accéder au marché sans transport dédié, ou bien notre proposition dans un lieu type parc. Nous n'avons pas en magasin de proposition du deuxième type. Et en revanche, nous avions celle-ci qui va permettre non seulement de répondre aux attentes de Corian, ce n'est pas tellement notre préoccupation, mais plutôt des pensionnaires et des services de l'État qui contrôlent, qui vont être, je l'espère, de plus en plus précis dans leur contrôle à l'égard des EHPAD, mais
également d'améliorer significativement l'intégration de ce secteur de Vitrolles, l'urbanité de ce secteur de Vitrolles, en démolissant un bâtiment qui est franchement pas très attractif, et en permettant à Corian d'y établir un bâtiment beaucoup mieux intégré, moins dense, et améliorant aussi la qualité de vie des abords immédiats. Donc voilà pourquoi nous maintenons cette délibération. Elle nous semble urgente et importante. On passe au vote sur la 8 tout d'abord. Le vote est ouvert. Non, la 8, puis la 9, puis la 10. Unanimité. Je vous remercie. Le point 9 sur la délibération double. Le vote est ouvert. Monsieur Alliot, s'il vous plaît. Unanimité. Je vous remercie. Et enfin, le point 10 sur la vente de la bande de terrain Itzhak Rabin. Pour, 4 contre, 4 abstentions. Très bien. Je vous remercie. Point 11, mise à disposition gratuite de la salle Obino au profit de l'association Vitropole Entreprendre pour les rendez-vous des entrepreneurs le 29 septembre prochain. Questions, observations? Passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Point 12, marché forain, réactualisation et tarifs des droits de place applicables à partir du 1er juillet 2022. Des questions, des observations? Madame Saint. Monsieur le maire, la précédente convention s'est allée sur 5 ans à compter de 2017 et elle a donc été prolongée d'1 an par un avenant. Donc certes, entre-temps, le Covid est passé par là. Cependant, rien n'est proposé par la société Dadoun pour redynamiser les marchés. Non seulement nos marchés s'appauvrissent en termes de nombre de forains et de qualité des étals, mais en plus, ceux qui restent vont devoir payer encore plus. Pourquoi ne pas tenter une autre formule avec Dadoun ou un autre? Nous prenons également les circuits courts, les circuits locavores qui font appel à nos artisans et producteurs locaux. Ne pourrait-on pas faire un essai, par exemple, et envisager un marché semi-nocturne à partir de 18h-19h en centre-ville, où même les actifs pourraient se rendre et les producteurs présenter leur récolte du jour? Par solidarité aux forains qui restent en vain et contre tout, nous nous abstiendrons sur ce point ce soir. Très bien, Madame Saint. Vos suggestions sont entendues et elles sont même déjà intégrées dans les réflexions que nous menons avec Isabelle Chauvin pour la nouvelle délégation de service public des marchés forains. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Par ailleurs, la revalorisation du tarif de place, c'est une demande et c'est un droit aussi de notre délégataire. Et puisqu'il y a un index de ces tarifs et qu'il ne vous a pas échappé que l'inflation a pris quelques pourcents ces derniers mois, et donc c'est sans rapport avec le travail qui est en cours sur le renouvellement de la prochaine DSP. Je ne sais pas si Mme Chauvin veut rajouter quelque chose. Oui, Mme Chauvin. Oui, la société Dadoun a fait un effort, il a changé son placier déjà. C'est quelqu'un qui va redynamiser les choses par une nouvelle coordination des forains qui viennent. Et bien entendu, on est en train de réfléchir à un cahier des charges nouveau pour la prochaine DSP. Très bien, merci. On passe au vote. Le vote est ouvert. Merci beaucoup. Le point 13, attribution de subventions au titre de l'année 2022. Il s'agit de subventions pour un projet qui s'appelle Voyons voir art contemporain, Voyons voir à Vitrolles, qui couvre à la fois l'accompagnement du carnaval en lien avec l'école municipale d'art plastique
et des interventions de plasticiens sur le centre urbain. Est-ce que ça soulève des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 14, on va laisser la parole à Monsieur Saraoui pour en parler. Merci, Monsieur le maire. Nous avions à cœur d'accompagner la jeunesse sur la ville, et on l'a fait déjà sous diverses manifestations, que ce soit la nuit de la glisse ou encore une très belle réussite, ça a été le bal des lycées, où nous avons pu co-construire avec l'ensemble des lycées, enfin l'ensemble, avec les CVL, donc avec des lycéens, avec l'ensemble des 3 lycées, les proviseurs et la ville, une très belle manifestation qui s'est déroulée à la salle Aubino. Et il nous semblait logique dans la continuité de féliciter les lauréats du bac. Il faut savoir qu'ils ont vécu tout leur lycée dans les années Covid, parce que c'est sur les 3 dernières années. Et donc nous avons souhaité leur offrir une place qui leur sera délivrée le 12 juillet prochain. Donc le groupe majoritaire se joint à moi pour leur souhaiter toutes nos félicitations et une bonne continuation dans la suite de leurs études. Merci. Une place pour le festival Jardin Une place, pardon, Sonore, oui, pour le place soirée de leur choix. J'ai oublié de préciser, exactement. Des questions, des observations? Évidemment, tout le conseil se joint à Monsieur Saraoui pour les félicitations aux nouveaux bacheliers et peut-être tout particulièrement aujourd'hui pour ceux qui avaient quelques points à rattraper au bac. S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 15, c'est une délibération marronnier, comme on dit traditionnellement, puisqu'elle revient chaque année. Il s'agit des rémunérations accessoires des personnels d'éducation nationale pour la rentrée scolaire 2022-2023, ceux qui réalisent des heures de cantine ou des heures d'études le soir pour le compte de la ville. Le trésorier payeur nous demande d'en arrêter la liste précise. Donc il y a une première liste qui est là sur les personnels de l'éducation nationale dont nous savons qu'ils seront encore là à la rentrée prochaine, et elle sera complétée au mois de septembre ou au mois d'octobre d'une liste des personnels qui seront nouvellement arrivés sur Vitrolles et qui ne pourront donc pas être payés dès le 1er septembre, mais qui seront payés à partir du moment où ils seront intégrés à cette liste. Est-ce que ça soulève des observations, des questions? Il n'y en a pas. Alors on passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 16 va demander quelques explications. Rapidement, je vais demander à Madame Cuillère d'intervenir sur les modifications sur la restauration scolaire. En revanche, il y a aussi un point sport qui, lui, ne pose pas de problème particulier puisqu'il s'agit d'intégrer le centre municipal d'enseignement du sport et les stages sportifs au sein du guichet unique de l'enfance. Peut-être quelques points complémentaires sur les évolutions du règlement concernant les cantines scolaires. Madame Cuillère. Merci, Monsieur le maire. Oui, effectivement, après une année avec la nouvelle DSP, il nous a paru opportun, suite aux diverses rencontres que l'on a eues avec les parents, de faire une légère adaptation du règlement. Il était prévu auparavant une journée de carence en cas de maladie des enfants, donc il nous a semblé opportun de supprimer cette journée de carence et d'assouplir les délais de réservation, puisque pour lutter contre le gaspillage alimentaire, si vous en avez souvenir, dans la nouvelle DSP, on demandait aux familles de réserver leur repas, de pouvoir changer sur l'année, et on passe à 7 jours, ce qui leur permettra d'avoir un délai un petit peu plus court et opportun, oui, 7 jours francs au lieu de 7 jours ouvrés, pour pouvoir réguler leur réservation de cantine. À savoir quand même, et je tiens à le préciser, que au vu de l'année scolaire qu'on a passée, qui était assez compliquée, que les enfants passaient avec encore cette année Covid et des absences d'enseignants, des enfants qui arrivaient le matin, devaient repartir parce qu'ils étaient cas contact ou positifs, nous n'avons appliqué aucune du règlement, rien de ce qui avait été prévu. Donc les réservations
On a demandé aux familles de le faire, mais personne n'a été pénalisé. Et donc tout devrait rentrer dans l'ordre, on l'espère, au mois de septembre. Voilà. Merci Mme Cuillère. Des questions, des observations sur ce point, Mme Sahin. Oui, juste, est-ce qu'il est possible que vous nous précisiez quel est ce nouveau prestataire en fait du portail famille? Parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de remontées de la part des citoyens concernant les inscriptions, surtout au niveau des centres de loisirs. Alors c'est deux choses différentes. Mais ouais. Il y a les inscriptions au centre de loisirs et il y a la cantine. Les inscriptions au centre de loisirs ne sont pas concernées par la délibération. Hein. Si, non? Oui, ben, Mme Cuillère. Différents. Un pour la restauration et le portail de la ville était différent. Donc maintenant on va avoir la même chose, c'est Arpège, donc ce qui devrait grandement faciliter les choses. D'où les bugs de cette année, les complications, notamment le jour des inscriptions en ALSH. Donc moi j'ai fait après à nouveau une réunion avec les parents pour leur expliquer ce qui se passait. Et le fait de passer sur Arpège va grandement faciliter le fait de s'inscrire en ligne directement aux ALSH, donc, et de pouvoir aussi, par la même occasion, chose qui n'était pas possible, réserver les journées, les matinées ou les soirées du périscolaire. Et du coup, ce nouveau portail famille va aussi nous permettre, c'est comme ça que ça nous permet d'intégrer les inscriptions au CMES et aux stages sportifs et de tout regrouper au sein du guichet unique de l'enfance. Voilà. D'accord, merci pour les précisions. On peut passer au vote ? Allez. Je vous remercie. Le point 17 concerne la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale. Il s'agit de l'octroi d'une subvention pour l'accueil des enfants en situation de handicap au sein des accueils collectifs de mineurs. Est-ce que ça soulève des questions, des observations ? On passe au vote. Je vous remercie. Le point 18 concerne à nouveau la CAF dans l'attente de la signature d'une convention territoriale globale qui se signera d'ici le 1er janvier pour être exécutoire au 1er janvier 2023. Convention territoriale globale que nous partageons avec Berlétan, puisque la CAF nous demande de travailler à une échelle supracommunale. Ça fait partie des nouveautés. Il convient, afin de garantir la pérennité des financements de la CAF, que nous passions cette convention temporaire qui proroge, on va dire, notre dispositif contrat temps libre jusqu'à la date du 31 décembre. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? On passe au vote. Je vous remercie. La 19 parle de programmation culturelle avec une convention avec le théâtre Massalia pour le festival Henri Bambel 2022. Vous avez le détail de ce qui est prévu et des financements à y apporter. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Nersessian ? On passe au vote. Monsieur Ayotte, s'il vous plaît. Je vous remercie. Le point 20 concerne la création d'un nouvel orchestre à l'école en partenariat avec notre conservatoire de musique et de danse. Un premier a été inauguré en début d'année scolaire avec le collège Henri Bosco sur un orchestre à cordes. Et là, il s'agit de lancer le même partenariat avec l'école Paul Gauguin sur un orchestre de cuivre. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Il n'y en a pas. On passe au vote. Je vous remercie. Le point 21 concerne également le conservatoire et une convention cadre qui nous permettra d'accueillir tout au long de l'année scolaire
des établissements scolaires de la commune pour des activités au sein du conservatoire en parcours éducation artistique et culturelle, en musique ou en danse. Des questions, des observations? Passe au vote. Monsieur Alliot, s'il vous plaît. Je vous remercie. Le point 22, convention de partenariat avec l'ADEME pour le programme Territoire engagé, transition écologique, le volet climat, air, énergie. La parole à Monsieur Gardiol. Quelques éléments de contexte pour bien comprendre la délibération. Ça fait déjà pas mal d'années que Vitrolles est engagé dans la lutte contre le changement climatique, avec notamment une politique de transition énergétique ambitieuse, puisque dès 2010, la ville a été désignée commune lauréate à Agir pour l'énergie. C'était un label qui était à l'époque décerné par la région. Ensuite, cette volonté politique s'est amplifiée, puisque la ville a intégré le réseau des collectivités Citergy. Alors, Citergy, c'est la déclinaison française d'un label européen qui est porté en France par l'ADEME. Le label comprend 3 stades qui valident les niveaux de réalisation des différentes communes. En 2019, nous avons obtenu une première étape avec l'obtention du label Cap Citergy, qui est le premier stade du label en question. En 2022, Citergy a changé de nom et s'appelle maintenant Territoire engagé pour la transition écologique, climat, air, énergie. Voilà, donc c'est dans ce cadre que se situe la délibération qui vous propose de voter 2 décisions. D'abord, le fait que la commune s'engage dans un plan d'action pour obtenir le 2e niveau de ce qui était avant Citergy et qui est maintenant donc Territoire engagé pour le climat, air, énergie. Et la deuxième chose, deuxième décision, que l'on vote le principe de la signature d'une convention avec l'ADEME qui nous permettra d'obtenir une subvention de 21 560 € qui a vocation à couvrir les frais liés à l'élaboration notamment du plan d'action et surtout à l'accompagnement pendant 4 ans d'une conseillère accréditée par l'ADEME. Voilà. Merci, Monsieur Gardiol. Des questions, des observations? Madame Sahin. Monsieur Gardiol, merci pour cet exposé qui nous conforte sur une volonté certaine de vous inscrire dans une démarche environnementale et de qualité. Nous espérons effectivement qu'à terme, la ville de Vitrolles pourra fièrement s'enorgueillir de 5 étoiles et non plus de seulement 2 comme à l'heure actuelle. Et nous espérons bien évidemment que dans ce programme sera intégré, entre autres, un volet concernant la pollution visuelle nocturne, véritable fléau pour notre écosystème, notre faune et notre flore. Merci encore, Monsieur Gardiol. Monsieur Gardiol. Il n'y a que 4 étoiles, hein, Madame Sahin, donc 5, on ne les aura pas. Je suis allé sur le site, il y avait les 5 étoiles. C'est 2, 3 et 4, mais bon. Non, mais enfin, c'est pas très grave. Vous avez raison. Sur l'éclairage public, ça fait partie des engagements du pacte pour la transition, où la commune s'engage à travailler sur l'application notamment de la charte Noé, qui intègre à la fois les besoins et les attentes des habitants en termes de sécurisation, mais aussi la protection de la biodiversité. Et à ce sujet, comment on appelle ça, Marie-Claude, un diagnostic a été réalisé par la Ligue de protection des oiseaux pour justement identifier les endroits où il faudra modérer, on va dire, l'éclairage. Donc on va avoir dans les jours qui viennent un compte-rendu de ce diagnostic. Mais effectivement, c'est un point sur lequel on a prévu de travailler. Tout à fait. Merci. Par ailleurs, sur ce même sujet, les choses ne sont malheureusement ou heureusement, vous choisirez le mot que vous voudrez, pas toutes dans nos compétences communales, puisque les questions de réglementation sont annexées au PLUI, notamment à travers le règlement de publicité, et que dans le cadre de ce règlement local de publicité qui est voté en marge du PLUI par la métropole, nous sommes intervenus, Madame Morbelli et moi-même, à plusieurs reprises pour que la réglementation sur les enseignes lumineuses et sur les enseignes numériques
soit revu avec une exigence beaucoup plus forte. La loi est déjà est devenue plus cadrante et on a poussé à ce qu'il y ait une exigence un peu plus forte de notre RLPI pour limiter à la fois la durée d'éclairement des enseignes lumineuses et la prolifération des enseignes numériques. Donc dans le même souci. Alors, mais par contre, ça je crois pas, il me semble pas que ça fasse partie du PAC qu'on vient d'évoquer. Par contre, c'est totalement intégré dans le pacte pour la transition qu'on a signé, qui est quand même notre guide. La quasi-intégralité des actions qui figurent dans cette convention sont inscrites ou font écho aux actions du pacte. On est vraiment dans une continuité, mais le pacte est plus large. On passe au vote s'il n'y a pas d'autres observations. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, il y a, je crois, 4 délibérations pour Madame Michel. Donc, je vais lui donner la parole pour une présentation globale des 4, et puis après, on les verra en série. Merci, Monsieur le maire. C'est bien parce qu'on parlait de biodiversité, donc ça permet de faire le lien. Et les quatre délibérations concernent la biodiversité. Alors, j'en profite, puisqu'on n'est pas trop surchargé aujourd'hui, j'en profite pour vous parler un peu de biodiversité, parce qu'on n'a pas l'occasion d'en parler beaucoup. Alors, à Vitrolles, pour la nature, comme pour la protection animale, les enjeux de la biodiversité nous font agir fortement. La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète, comme de notre quotidien. Les espèces sont dépendantes les unes des autres et interagissent avec le climat. C'est bien cet écosystème fragile que nous devons préserver si nous ne voulons pas que la qualité de vie de nos villes et de nos quartiers se détériore. Par exemple, quand nous retardons la fauche, ce qu'on appelle, et vous l'entendez souvent, la fauche tardive, c'est pour mieux respecter le cycle de la nature. C'est laisser au couvert végétal le temps de se développer, ce qui favorise la pollinisation et offre nourriture et refuge à la faune. C'est permettre aux nouvelles espèces de s'implanter et ainsi favoriser la biodiversité. De même, lorsque nous plantons des prairies fleuries ou que nous pratiquons la gestion différenciée de nos espaces verts, nous offrons un refuge aux insectes qui permettent la pollinisation des plantes. Nous incitons les vitrolés à en faire de même avec la mise en place du permis de végétaliser. Quand nous désimperméabilisons pour renaturaliser, nous réduisons les risques d'inondation et contribuons à la baisse des températures. Quand nous choisissons des essences locales pour nos plantations, nous respectons la biodiversité en maintenant l'équilibre de notre écosystème, car cela correspond en termes de nourriture et d'habitat à la faune locale. De plus, ces essences demandent moins d'arrosage et moins d'entretien. Quand nous régulons la population des chats errants et que nous mettons en place des campagnes de stérilisation, nous évitons la disparition des espèces utiles, essentiellement les petits mammifères, les oiseaux, les reptiles ou les amphibiens. C'est bien, encore une fois, à ces objectifs que répondent les 4 délibérations de ce soir. Alors, la 24, l'élaboration d'un atlas de la biodiversité, financé complètement par l'OFB, l'Office national de la biodiversité. Il est réalisé sur 2 ans par la LPO. Il nous aidera à mieux connaître notre territoire en matière de biodiversité et mieux appréhender les aménagements paysagers sur notre commune. La 25, l'adhésion à la charte des refuges LPO. C'est la reconduction ça concerne le parc des Amandiers. Je crois qu'il y a un numéro de retard, c'était 23 et 24. Mais... Je me suis trompée. Non, c'est moi qui ai un numéro de retard. Ok, c'est pas grave. La charte consiste en 15 gestes pour protéger la biodiversité. C'est une expérience qui nous est utile pour le traitement de l'essence de nos espaces en ville. La convention avec l'UNAF. Parce que notre action à Vitrolles n'est pas isolée, nous soutenons le programme national porté par l'UNAF, l'abeille sentinelle de l'environnement.
et ainsi contribuons au combat pour la sauvegarde des abeilles. Les abeilles, grande cause nationale 2022. Juste un rappel, entre 60 et 80% des plantes ont besoin d'insectes pollinisateurs pour se reproduire. La dernière, une convention d'autorisation d'abri à chat. Un chat errant n'est pas un chat heureux, c'est un chat qui souffre et qui grandit dans de mauvaises conditions. Pour lutter contre l'abandon, nous avons lancé depuis 2 ans une campagne de stérilisation. Les abris permettent de gérer la stérilisation, les conditions de vie et l'alimentation des chats. Ils chassent moins, ainsi la petite faune sauvage, comme je le disais tout à l'heure, est mieux préservée. C'est aussi une façon de contrôler et suivre notre population de chats libres dans la ville. Voilà. Y a-t-il des questions? Questions, observations? Madame Saint. Merci Madame Michel. Juste pour évoquer également, en parlant de biodiversité, je rappelle seulement que la taille des haies est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet, d'après un arrêté du 24 avril 2015 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales. C'est tout. Oui, vous avez raison et on en a pris acte et je vois de quoi vous parlez et on en a conscience et on le fera maintenant. Plus sérieusement. Juste une nuance. On est parfois sur ce type de choses confronté à des arbitrages difficiles parce qu'il peut arriver que la taille de haie soit liée à une urgence sécurité et notamment sécurité routière et qu'en l'occurrence on ne peut pas transiger sur ces aspects-là et donc on continuera sur des interventions d'urgence parce que la taille précoce ou tardive ne peut pas être satisfaisante. Donc, notamment sur les délais Agnus, par exemple, qui ont tendance à pousser très vite au mois de mai, on ne peut pas se permettre de les laisser se développer jusqu'au mois de juillet ou au mois d'août, parce qu'ils représentent parfois un vrai risque pour la circulation. Mais entendu sur les remarques. On peut passer au vote ? Excusez-moi, je démarre sur la première, la 23 sur l'Atlas. La prochaine fois, je vous ferai une blague, on commencera par la dernière. Je vous remercie. Donc la 24, pour ceux qui ont besoin de suivre de manière précise, c'est refuger le PO. Monsieur Borelli, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie. La 25 sur la convention avec l'UNAF. Je vous remercie. Et enfin, la 26 pour les abris à chat au Cité Rose. Alors, juste, est-ce qu'on pourra avoir la précision après le vote? Parce qu'on ne peut pas réouvrir les micros pendant le vote. Donc, je vous propose de voter et donner la parole à Mme Chauvin. Mme Raffia, Mme Amou. Pour une fois. Je vous remercie, Madame Chauvin, vous avez la parole. Achat, en fait, c'est le commerce qui s'est installé au vieux village et qui utilise du bois recyclé et qui les fait en bois et qui justement servent d'abri à chat et qui ont été utilisés comme ça. Voilà, donc je tenais à saluer l'initiative de ce commerçant. Merci bien. Il nous reste un point à voir, celui qui était remis sur table. Je ne sais plus où je l'ai mis. Merci. Donc il s'agit de la convention d'objectifs et de financement du contrat enfance-jeunesse avec la Caisse d'allocation familiale
Franchement, c'est de l'ordre du détail technique qui aurait théoriquement pu être intégré dans une des délibérations avec la CAF que nous avons déjà passée, mais elle nous arrive comme ça de la CAF et elle est impérieuse pour pouvoir obtenir les financements. Est-ce que ça soulève des questions et des observations? On n'a pas? On passe au vote. Je vous remercie. Il n'y a pas de questions orales à ce conseil. Et donc la séance est levée. Bon été, messieurs, dames.